Histoire de la noisette Krakatuk et de la princesse Pirlipate. Comment naquit la princesse Pirlipate et quelle grande joie cette naissance donna à ses illustres parents. Il y avait, dans les environs de Nuremberg, un petit royaume qui n'était ni la Prusse, ni la Pologne, ni la Bavière, ni le Palatinat, et qui était gouverné par un roi. La femme de ce roi, qui par conséquent se trouvait être une reine, mit un jour au monde une petite fille qui se trouva par conséquent princesse de naissance et qui reçut le nom gracieux et distingué de Pirlipate. On fit aussitôt prévenir le roi de cet heureux événement. Il accourut tout essoufflé, et en voyant cette jolie petite fille couchée dans son berceau, la satisfaction qu'il ressentit d'être père d'une si charmante enfant le poussa tellement hors de lui qu'il jeta d'abord de grands cris de joie, puis se prit à danser en rond, puis enfin à sauter à cloche-pied en disant « Ah, grand Dieu, vous qui voyez tous les jours les anges, avez-vous jamais rien vu de plus beau que ma Pirlipatine ?» Alors, comme derrière le roi étaient entrés les ministres, les généraux, les grands officiers, les présidents, les conseillers et les juges, tous, voyant le roi danser à cloche-pied, se mirent à danser comme le roi en disant « Non, non, jamais, sire, non, non, jamais, il n'y a rien eu de si beau au monde que votre Pirlipatine. » Et en effet, ce qui vous surprendra fort, mes chers enfants, c'est qu'il n'y avait dans cette réponse aucune flatterie. Car, effectivement, depuis la création du monde, il n'était pas né un plus bel enfant que la princesse Pirlipate. Sa petite figure ressemblait tissue de délicats flocons de soie, roses comme les roses et blancs comme les lys. Ses yeux étaient du plus étincelant azur, et rien n'était plus charmant que de voir les fils d'or de sa chevelure se réunir en boucles mignonnes, brillantes et frisées sur ses épaules blanches comme l'albâtre. Ajoutez à cela que Pirlipate avait apporté en venant au monde 2 rangées de petites dents, ou plutôt de véritables perles, avec lesquelles 2 heures après sa naissance, elle mordit si vigoureusement le doigt du grand chancelier qui, ayant la vue basse, avait voulu la regarder de trop près, que, quoiqu'il appartînt à l'école des stoïques, il s'écria, disent les uns, « Ah, diantre !» tandis que d'autres soutiennent, en l'honneur de la philosophie, qu'il dit seulement « Aïe, aïe, aïe !» Au reste, aujourd'hui encore, les voix sont partagées sur cette grande question, aucun des 2 partis n'ayant voulu céder. Et la seule chose sur laquelle les diantristes et les haïistes soient demeurés d'accord, le seul fait qui soit resté incontestable, c'est que la princesse Pirlipate mordit le grand chancelier au doigt. Le pays apprit dès lors qu'il y avait autant d'esprit qu'il se trouvait de beauté dans le charmant petit corps de Pirlipatine. Tout le monde était donc heureux dans ce royaume favorisé des cieux. La reine seule était extrêmement inquiète et troublée, sans que personne sût pourquoi. Mais ce qui frappa surtout les esprits, c'est le soin avec lequel cette mère craintive faisait garder le berceau de son enfant. En effet, toutes les portes étaient non seulement occupées par les trabans de la garde, mais encore, outre les 2 gardiennes qui se tenaient toujours près de la princesse, il y en avait encore 6 autres que l'on faisait asseoir autour du berceau et qui se relayaient toutes les nuits. Mais surtout, ce qui excitait au plus haut degré la curiosité,
ce que personne ne pouvait comprendre. C'est pourquoi chacune de ces 6 gardiennes était obligée de tenir un chat sur ses genoux et de le gratter toute la nuit afin qu'il ne cessât point de ruminer. Je suis convaincu, mes chers enfants, que vous êtes aussi curieux que les habitants de ce petit royaume sans nom de savoir pourquoi ces 6 gardiennes étaient obligées de tenir un chat sur leurs genoux et de le gratter sans cesse pour qu'il ne cessât point de ruminer un seul instant. Mais comme vous chercheriez inutilement le mot de cette énigme, je vais vous le dire, afin de vous épargner le mal de tête qui ne pourrait manquer de résulter pour vous d'une pareille application. Il arriva un jour qu'une demi-douzaine de souverains des mieux couronnés se donnèrent le mot pour faire en même temps une visite au père futur de notre héroïne. Car à cette époque, la princesse Pirlipate n'était pas encore née. Ils étaient accompagnés de princes royaux, de grands-ducs héréditaires et de prétendants des plus agréables. Ce fut une occasion pour le roi qu'ils visitaient, et qui était un monarque des plus magnifiques, de faire une large percée à son trésor et de donner force tournois, carousels et comédies. Mais ce ne fut pas le tout. Après avoir appris, par le surintendant des cuisines royales, que l'astronome de la cour avait annoncé que le temps d'abattre les porcs était arrivé, et que la conjonction des astres annonçait que l'année serait favorable à la charcuterie, il ordonna de faire une grande tuerie de pourceaux dans ses basses-cours, et montant dans son carrosse, il alla en personne prier les uns après les autres tous les rois et tous les princes résidant pour le moment dans sa capitale de venir manger la soupe avec lui, voulant se ménager le plaisir de leur surprise à la vue du magnifique repas qu'il comptait leur donner. Puis, en rentrant chez lui, il se fit annoncer chez la reine, et s'approchant d'elle, il lui dit d'un ton câlin, avec lequel il avait l'habitude de lui faire tout ce qu'il voulait. « Bien, cher ami, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas, à quel point j'aime le boudin? N'est-ce pas, tu ne l'as pas oublié ?» La reine comprit du premier mot ce que le roi voulait dire. En effet, sa majesté entendait tout simplement par ces paroles insidieuses qu'elle eut à se livrer, comme elle l'avait fait maintes fois, à la très utile occupation de confectionner de ses mains royales la plus grande quantité possible de saucisses, d'andouilles et de boudins. Elle sourit donc à cette proposition de son mari, car, quoique exerçant fort honorablement la profession de reine, elle était moins sensible aux compliments qu'on lui faisait sur la dignité avec laquelle elle portait le sceptre et la couronne que sur l'habileté avec laquelle elle faisait un pudding ou confectionnait un baba. Elle se contenta donc de faire une gracieuse révérence à son époux, en lui disant qu'elle était sa servante pour lui faire du boudin, comme pour toute autre chose. Aussitôt, le grand trésorier dut livrer aux cuisines royales le chaudron gigantesque en vermeil et les grandes casseroles d'argent destinées à faire le boudin et les saucisses. On alluma un immense feu de bois de santal, la reine mit son tablier de cuisine de damas blanc, et bientôt les plus doux parfums s'échappèrent du chaudron. Cette délicieuse odeur se répandit aussitôt dans les corridors, pénétra rapidement dans toutes les chambres, et parvint enfin jusqu'à la salle du trône, où le roi tenait son conseil. Le roi était fin gourmet. Aussi cette odeur lui fit-elle une vive impression de plaisir. Cependant, comme c'était un prince grave et qui avait la réputation d'être maître de lui, il résista quelque temps au sentiment d'attraction qui le poussait vers la cuisine. Mais enfin, quel que fût son empire sur ses passions, il lui fallut céder au ravissement inexprimable qu'il éprouvait. « Messieurs,
s'écria-t-il en se levant. « Avec votre permission, je reviens dans un instant. Attendez-moi. » Et à travers les chambres et les corridors, il prit sa course vers la cuisine, serra la reine entre ses bras, remua le contenu du chaudron avec son sceptre d'or, y goûta du bout de la langue, et l'esprit plus tranquille, il retourna au conseil et reprit, quoiqu'un peu distrait, la question où il l'avait laissée. Il avait quitté la cuisine juste au moment important où le lard, découpé par morceaux, allait être rôti sur des grilles d'argent. La reine, encouragée par ses éloges, se livrait à cette importante occupation, et les premières gouttes de graisse tombaient en chantant sur les charbons, lorsqu'une petite voix chevrotante se fit entendre qui disait « Ma sœur, offre-moi donc une bribe de lard, car étant reine aussi, je veux faire ripaille, et mangeant rarement quelque chose qui vaille, de ce friand rôti je désire ma part. » La reine reconnut aussitôt la voix qui lui parlait ainsi. C'était celle de dame Souriçonne. Dame Souriçonne habitait depuis longues années le palais. Elle prétendait être alliée à la famille royale et reine elle-même du royaume souriquois. C'est pourquoi elle tenait sous l'âtre de la cuisine une cour fort considérable. La reine était une bonne et fort douce femme qui, tout en se refusant à reconnaître tout haut dame Souriçonne comme reine et comme sœur, avait tout bas pour elle une foule d'égards et de complaisances qui lui avait souvent fait reprocher par son mari, plus aristocrate qu'elle, la tendance qu'elle avait à déroger. Or, comme on le comprend bien, dans cette circonstance solennelle, elle ne voulut point refuser à sa jeune amie ce qu'elle demandait, et lui dit « Avancez, dame Souriçonne, avancez hardiment, et venez, je vous y autorise, goûter mon lard tant que vous voudrez. » Aussitôt dame Souriçonne apparut gaie et frétillante, et sautant sur le foyer, saisit adroitement avec sa petite patte les morceaux de lard que la reine lui tendait les uns après les autres. Mais voilà que, attirés par les petits cris de plaisir que poussait leur reine, et surtout par l'odeur succulente que répandait le lard grillé, arrivèrent frétillant et sautillant aussi d'abord les 7 fils de dame Souriçonne, puis ses parents, puis ses alliés, tous fort mauvais coquins, effroyablement portés sur leur bouche, et qui s'en donnèrent sur le lard de telle façon que la reine fut obligée, si hospitalière qu'elle fût, de leur faire observer que, s'ils allaient de ce train-là, il ne lui resterait plus de lard pour ses boudins. Mais quelque juste que fût cette réclamation, les 7 fils de dame Souriçonne n'en tinrent compte, et donnant le mauvais exemple à leurs parents et à leurs alliés, ils se ruèrent, malgré les représentations de leur mère et de leur reine, sur le lard de leur tante, qui allait disparaître entièrement, lorsque, au cri de la reine, qui ne pouvait plus venir à bout de chasser ses hôtes importuns, accourut la surintendante, laquelle appela le chef des cuisines, lequel appela le chef des marmitons, lesquels accoururent armés de vergettes, d'éventails et de balais, et parvinrent à faire rentrer sous l'âtre tout le peuple souriquois. Mais la victoire, quoique complète, était trop tardive. À peine restait-il le quart du lard nécessaire à la confection des andouilles, des saucisses et des boudins, lequel reliquat fut, d'après les indications du mathématicien du roi, qu'on avait envoyé chercher en toute hâte, scientifiquement réparti entre le grand chaudron à boudin et les 2 grandes casseroles à andouilles et à saucisses. Une demi-heure après cet événement, le canon retentit, les clairons et les trompettes sonnèrent, et l'on vit arriver tous les potentats, tous les princes royaux, tous les ducs héréditaires, et tous les prétendants qui étaient dans le pays,
vêtus de leurs plus magnifiques habits. Les uns traînaient dans des carrosses de cristal, les autres montaient sur leurs chevaux de parade. Le roi les attendait sur le perron du palais et les reçut avec la plus aimable courtoisie et la plus gracieuse cordialité. Puis, les ayant conduits dans la salle à manger, il s'assit au haut bout en sa qualité de seigneur suzerain, ayant la couronne sur la tête et le sceptre à la main, invitant les autres monarques à prendre chacun la place que lui assignait son rang parmi les têtes couronnées, les princes royaux, les ducs héréditaires ou les prétendants. La table était somptueusement servie, et tout alla très bien pendant le potage et le relevé. Mais au service des andouilles, on remarqua que le prince paraissait agité. À celui des saucisses, il pâlit considérablement. Enfin, à celui des boudins, il leva les yeux au ciel, des soupirs s'échappèrent de sa poitrine, une douleur terrible parut déchirer son âme. Enfin, il se renversa sur le dos de son fauteuil, couvrit son visage de ses deux mains, se désespérant et sanglotant d'une façon si lamentable que chacun se leva de sa place et l'entoura avec la plus vive inquiétude. En effet, la crise paraissait des plus graves. Le chirurgien de la cour cherchait inutilement le pouls du malheureux monarque, qui paraissait être sous le poids de la plus profonde, de la plus affreuse et de la plus inouïe des calamités. Enfin, après que les remèdes les plus violents pour le faire revenir à lui eurent été employés, tels que plumes brûlées, sels anglais et clés dans le dos, le roi parut reprendre quelque peu ses esprits, entr'ouvrit ses yeux éteints, et d'une voix si faible qu'à peine si on put l'entendre, il balbutia ce peu de mots. « Pas assez de lard !» À ces paroles, ce fut à la reine de pâlir à son tour. Elle se précipita à ses genoux, s'écriant d'une voix entrecoupée par ses sanglots. « Ô mon malheureux, infortuné et royal époux, quel chagrin ne vous ai-je pas causé pour n'avoir pas écouté les remontrances que vous m'avez déjà faites si souvent. Mais vous voyez la coupable à vos genoux, et vous pouvez la punir aussi durement qu'il vous conviendra. »« Qu'est-ce à dire ?» demanda le roi. « Et que s'est-il donc passé qu'on ne m'a pas dit ?»« Hélas, hélas !» répondit la reine, à qui son mari n'avait jamais parlé si rudement. « Hélas, c'est dame Souriçonne, avec ses 7 fils, avec ses neveux, ses cousins et ses alliés, qui a dévoré tout le lard. » Mais la reine n'en put dire davantage. Les forces lui manquèrent, elle tomba à la renverse et s'évanouit. Alors le roi se leva furieux et s'écria d'une voix terrible. « Madame la surintendante, que signifie cela ?» Alors la surintendante raconta ce qu'elle savait, c'est-à-dire que, accourue au cri de la reine, elle avait vu sa majesté aux prises avec toute la famille de dame Souriçonne, et qu'alors à son tour elle avait appelé le chef qui, avec l'aide de ses marmitons, était parvenu à faire rentrer tous les pillards sous l'âtre. Aussitôt le roi, voyant qu'il s'agissait d'un crime de lèse-majesté, rappela toute sa dignité et tout son calme, ordonnant, vu l'énormité du forfait, que son conseil intime fût rassemblé à l'instant même, et que l'affaire fût exposée à ses plus habiles conseillers. En conséquence, le conseil fut réuni, et l'on y décida, à la majorité des voix, que dame Souriçonne, étant accusée d'avoir mangé le lard destiné aux saucisses, aux boudins et aux andouilles du roi, son procès lui serait fait, et que, si elle était coupable, elle serait à tout jamais exilée du royaume, elle et sa race, et que ce qu'elle y possédait de biens, terres, châteaux, palans, résidences royales, tout serait confisqué.
Mais alors le roi fit observer à son conseil intime et à ses habiles conseillers que, pendant le temps que durerait le procès, dame Souriçonne et sa famille auraient tout le temps de manger son lard, ce qui l'exposerait à des avanies pareilles à celles qu'il venait de subir en présence de 6 têtes couronnées, sans compter les princes royaux, les ducs héréditaires et les prétendants. Il demandait donc qu'un pouvoir discrétionnaire lui fût accordé à l'égard de dame Souriçonne et de sa famille. Le conseil alla aux voix pour la forme, comme on le pense bien, et le pouvoir discrétionnaire que demandait le roi lui fut accordé. Alors il envoya une de ses meilleures voitures, précédée d'un courrier, pour faire plus grande diligence, à un très habile mécanicien qui demeurait dans la ville de Nuremberg et qui s'appelait Christian Elias Drosselmayer, invitant le susdit mécanicien à le venir trouver à l'instant même dans son palais pour affaires urgentes. Christian Elias Drosselmayer obéit aussitôt, car c'était un homme véritablement artiste, qui ne doutait pas qu'un roi aussi renommé ne l'envoyât chercher pour lui confectionner quelque chef-d'œuvre. Et, étant monté en voiture, il courut jour et nuit jusqu'à ce qu'il fût en présence du roi. Il s'était même tellement pressé qu'il n'avait pas eu le temps de se mettre un habit, et qu'il était venu avec la redingote jaune qu'il portait habituellement. Mais au lieu de se fâcher de cet oubli de l'étiquette, le roi lui en sut gré, car s'il avait commis une faute, l'illustre mécanicien l'avait commise pour obéir sans retard au commandement de sa majesté. Le roi fit entrer Christian Elias Drosselmayer dans son cabinet et lui exposa la situation des choses. Comment il était décidé à faire un grand exemple en purgeant tout son royaume de la race souriquoise, et comment, prévenu par sa grande renommée, il avait jeté les yeux sur lui pour le faire l'exécuteur de sa justice. N'ayant qu'une crainte, c'est que le mécanicien, si habile qu'il fût, ne vit des difficultés insurmontables au projet que la colère royale avait conçu. Mais Christian Elias Drosselmayer rassura le roi et lui promit que, avant 8 jours, il ne resterait pas une souris dans tout le royaume. En effet, le même jour, il se mit à confectionner d'ingénieuses petites boîtes oblongues dans l'intérieur desquelles il attacha au bout d'un fil de fer un morceau de lard. En tirant le lard, le voleur, quel qu'il fût, faisait tomber la porte derrière lui et se trouvait prisonnier. En moins d'une semaine, 100 boîtes pareilles étaient confectionnées et placées non seulement sous l'âtre, mais dans tous les greniers et dans toutes les caves du palais. Dame Souriçonne était infiniment trop sage et trop pénétrante pour ne pas découvrir du premier coup d'œil la ruse de maître Drosselmayer. Elle rassembla donc ses 7 fils, leurs neveux et ses cousins, pour les prévenir du guet-apens qu'on tramait contre eux. Mais après avoir eu l'air de l'écouter, à cause du respect qu'il devait à son rang et de la condescendance que commandait son âge, ils se retirèrent en riant de ces terreurs, et, attirés par l'odeur du lard rôti, plus forte que toutes les représentations qu'on leur pouvait faire, ils se résolurent à profiter de la bonne aubaine qui leur arrivait sans qu'ils sussent d'où. Au bout de 24 heures, les 7 fils de dame Souriçonne, 18 de ses neveux, 50 de ses cousins et 235 de ses parents à différents degrés, sans compter des milliers de ses sujets, étaient pris dans les souricières et avaient été honteusement exécutés. Alors dame Souriçonne, avec les débris de sa cour et les restes de son peuple, résolut d'abandonner ces lieux ensanglantés par le massacre des siens.
Le bruit de cette résolution transpira et parvint jusqu'au roi. Sa Majesté s'en félicita tout haut, et les poètes de la cour firent force sonnet sur sa victoire, tandis que les courtisans l'égalaient à Sésostris, à Alexandre et à César. La reine seule était triste et inquiète. Elle connaissait dame Souriçonne, et elle se doutait bien qu'elle ne laisserait pas la mort de ses fils et de ses proches sans vengeance. En effet, au moment où la reine, pour faire oublier au roi la faute qu'elle avait commise, préparait pour lui de ses propres mains une purée de foie dont il était fort friand, dame Souriçonne parut tout à coup devant elle et lui dit « Tuée par ton époux sans crainte ni remords, mes enfants, mes neveux et mes cousins sont morts. Mais tremble, madame la reine, que l'enfant qu'en ton sein tu portes en ce jour, et qui sera bientôt l'objet de ton amour, soit déjà celui de ma haine. Ton époux a des forts, des canons, des soldats, des mécaniciens, des conseillers d'État, des ministres, des souricières. La reine des souris n'a rien de tout cela, mais le ciel lui fit don des dents que tu vois là pour dévorer les héritières. » Là-dessus, elle disparut, et personne ne l'avait revue depuis. Mais la reine qui, en effet, s'était aperçue depuis quelques jours qu'elle était enceinte, fut si épouvantée de cette prédiction qu'elle laissa tomber la purée de foie dans le feu. Ainsi, pour la seconde fois, dame Souriçonne priva le roi d'un de ses mets favoris, ce qui le mit fort en colère et le fit s'applaudir encore davantage du coup d'état qu'il avait si heureusement accompli. Il va sans dire que Christian Elias Drosselmayer fut renvoyé avec une splendide récompense et rentra triomphant à Nuremberg. Comment, malgré toutes les précautions prises par la reine, dame Souriçonne accomplit sa menace à l'endroit de la princesse Pirlipate. Maintenant, mes chers enfants, vous savez aussi bien que moi, n'est-ce pas, pourquoi la reine faisait garder avec tant de soin la miraculeuse petite princesse Pirlipate. Elle craignait la vengeance de dame Souriçonne. Car, d'après ce que dame Souriçonne avait dit, il ne s'agissait pas moins pour l'héritière de l'heureux petit royaume sans nom que de la perte de sa vie, ou tout au moins de sa beauté, ce qui, assure-t-on pour une femme, est bien pis encore. Ce qui redoublait surtout l'inquiétude de la tendre mère, c'est que les machines de maître Drosselmayer ne pouvaient absolument rien contre l'expérience de dame Souriçonne. Il est vrai que l'astronome de la cour, qui était en même temps grand augure et grand astrologue, craignant qu'on ne supprimât sa charge comme inutile s'il ne donnait pas son mot dans cette affaire, prétendit avoir lu dans les astres d'une manière certaine que la famille de l'illustre chat mûr était seule en état de défendre le berceau de l'approche de dame Souriçonne. C'est pour cela que chacune des 6 gardiennes fut forcée de tenir sans cesse sur ses genoux un des mâles de cette famille, qui, au reste, étaient attachés à la cour en qualité de secrétaires intimes de légation, et devaient, par un grattement délicat et prolongé, adoucir à ces jeunes diplomates le pénible service qu'ils rendaient à l'État. Mais un soir, il y a des jours, comme vous le savez, mes enfants, où l'on se réveille tout endormi, un soir, malgré tous les efforts que firent les 6 gardiennes qui se tenaient autour de la chambre, chacune un chat sur ses genoux, et les 2 surgardiennes intimes qui étaient assises au chevet de la princesse, elles sentirent le sommeil s'emparer d'elles progressivement. Or, comme chacune absorbait ses propres sensations en elle-même,
se gardant bien de les confier à ses compagnes, dans l'espérance que celles-ci ne s'apercevraient pas de son manque de vigilance, et veilleraient à sa place tandis qu'elle dormirait, il en résulta que les yeux se fermèrent successivement, que les mains qui grattaient les matous s'arrêtèrent à leur tour, et que les matous, n'étant plus grattés, profitèrent de la circonstance pour s'assoupir. Nous ne pourrions pas dire depuis combien de temps durait cet étrange sommeil lorsque, vers minuit, une des surgardiennes intimes s'éveilla en sursaut. Toutes les personnes qui l'entouraient semblaient tombées en léthargie, pas le moindre ronflement. Les respirations elles-mêmes étaient arrêtées. Partout régnait un silence de mort, au milieu duquel on n'entendait que le bruit du ver piquant le bois. Mais que devint la surgardienne intime en voyant près d'elle une grande et horrible souris qui, dressée sur ses pattes de derrière, avait plongé sa tête dans le berceau de Pirlipatine et paraissait fort occupée à ronger le visage de la princesse. Elle se leva en poussant un cri de terreur. À ce cri, tout le monde se réveilla, mais dame Souriçonne, car c'était bien elle, s'élança vers un des coins de la chambre. Les conseillers intimes de légation se précipitèrent après elle. Hélas, il était trop tard. Dame Souriçonne avait disparu par une fente du plancher. Au même instant, la princesse Pirlipate, réveillée par toute cette rumeur, se mit à pleurer. À ces cris, les gardiennes et les surgardiennes répondirent par des exclamations de joie. « Dieu soit loué, disait-elle, puisque la princesse Pirlipate crie, c'est qu'elle n'est pas morte. » Et alors elles accoururent au berceau. Mais leur désespoir fut grand lorsqu'elles virent ce qu'était devenue cette délicate et charmante créature. En effet, à la place de ce visage blanc et rose, de cette petite tête aux cheveux d'or, de ces yeux d'azur, miroir du ciel, était plantée une immense et difforme tête sur un corps contrefait et ratatiné. Ces deux beaux yeux avaient perdu leur couleur céleste et s'épanouissaient verts, fixes et hagards, à fleur de tête. Sa petite bouche s'était étendue d'une oreille à l'autre, et son menton s'était couvert d'une barbe cotonneuse et frisée, on ne peut plus convenable pour un vieux polichinelle, mais hideuse pour une jeune princesse. En ce moment, la reine entra. Les 6 gardiennes ordinaires et les 2 surgardiennes intimes se jetèrent la face contre terre, tandis que les 6 conseillers de légation regardaient s'il n'y avait pas quelque fenêtre ouverte pour gagner les toits. Le désespoir de la pauvre mère fut quelque chose d'affreux. On l'emporta évanouie dans la chambre royale. Mais c'est le malheureux père dont la douleur faisait surtout peine à voir, tant elle était morne et profonde. On fut obligé de mettre des cadenas et croisées pour qu'il ne se précipitât point par la fenêtre, et de ouater son appartement pour qu'il ne se brisât point la tête contre les murs. Il va sans dire qu'on lui retira son épée, et qu'on ne laissa traîner devant lui ni couteau ni fourchette, ni aucun instrument tranchant ou pointu. Cela était d'autant plus facile qu'il ne mangea point pendant les 2 ou 3 premiers jours, ne cessant de répéter « Ô monarque infortuné que je suis, ô destin cruel que tu es !» Peut-être, au lieu d'accuser le destin, le roi eût-il dû penser que, comme tous les hommes le sont ordinairement, il avait été l'artisan de ses propres malheurs. Attendu que, s'il avait su manger ses boudins avec un peu de lard de moins que d'habitude, et que, renonçant à la vengeance, il eût laissé dame Souriçonne et sa famille sous l'âtre,
ce malheur qu'il déplorait ne serait point arrivé. Mais nous devons dire que les pensées du royal père de Pirlipate ne prirent aucunement cette direction philosophique. Au contraire, dans la nécessité où se croient toujours les puissants de rejeter les calamités qui les frappent sur de plus petits qu'eux, il rejeta la faute sur l'habile mécanicien Christian Elias Drosselmayer. Et bien convaincu que, s'il lui faisait dire de revenir à la cour pour y être pendu ou décapité, celui-ci se garderait bien de se rendre à l'invitation, il le fit inviter, au contraire, à venir recevoir un nouvel ordre que sa majesté avait créé rien que pour les hommes de lettres, les artistes et les mécaniciens. Maître Drosselmayer n'était pas exempt d'orgueil. Il pensa qu'un ruban ferait bien sur sa redingote jaune, et se mit immédiatement en route. Mais sa joie se changea bientôt en terreur. À la frontière du royaume, des gardes l'attendaient, qui s'emparèrent de lui et le conduisirent de brigade en brigade jusqu'à la capitale. Le roi, qui craignait sans doute de se laisser attendrir, ne voulut pas même recevoir maître Drosselmayer lorsqu'il arriva au palais. Mais il le fit conduire immédiatement près du berceau de Pirlipate, faisant signifier au mécanicien que si, de ce jour en un mois, la princesse n'était point rendue à son état naturel, il lui ferait impitoyablement trancher la tête. Maître Drosselmayer n'avait point de prétention à l'héroïsme et n'avait jamais compté mourir que de sa belle mort, comme on dit. Aussi fut-il fort effrayé de la menace. Mais néanmoins, se confiant bientôt dans sa science, dont sa modestie personnelle ne l'avait jamais empêché d'apprécier l'étendue, il se rassura quelque peu et s'occupa immédiatement de la première et de la plus utile opération, qui était celle de s'assurer si le mal pouvait céder à un remède quelconque, ou était véritablement incurable, comme il avait cru le reconnaître dès le premier abord. À cet effet, il démonta fort adroitement d'abord la tête, puis, les uns après les autres, tous les membres de la princesse Pirlipate, détacha ses pieds et ses mains pour en examiner plus à son aise non seulement les jointures et les ressorts, mais encore la construction intérieure. Mais hélas, plus il pénétra dans le mystère de l'organisation pirlipatine, mieux il découvrit que plus la princesse grandirait, plus elle deviendrait hideuse et difforme. Il rattacha donc avec soin les membres de Pirlipate, et ne sachant plus que faire ni que devenir, il se laissa aller près du berceau de la princesse, qu'il ne devait plus quitter jusqu'à ce qu'elle eût repris sa première forme, à une profonde mélancolie. Déjà la 4e semaine était commencée, et l'on en était arrivé au mercredi lorsque, selon son habitude, le roi entra pour voir s'il ne s'était pas opéré quelque changement dans l'extérieur de la princesse, et voyant qu'il était toujours le même, s'écria en menaçant le mécanicien de son sceptre. « Christian Elias Drosselmayer, prends garde à toi, tu n'as plus que 3 jours pour me rendre ma fille telle qu'elle était, et si tu t'entêtes à ne pas la guérir, c'est dimanche prochain que tu seras décapité. » Maître Drosselmayer, qui ne pouvait guérir la princesse, non point par entêtement, mais par impuissance, se mit à pleurer amèrement, regardant avec ses yeux noyés de larmes la princesse Pirlipate, qui croquait une noisette aussi joyeusement que si elle eût été la plus jolie fille de la terre. Alors, à cette vue attendrissante, le mécanicien fut, pour la première fois, frappé du goût particulier que la princesse avait, depuis sa naissance, manifesté pour les noisettes, et de la singulière circonstance qu'il avait fait naître avec des dents. En effet, aussitôt sa transformation,
elle s'était mise à crier, et elle avait continué de se livrer à cet exercice jusqu'au moment où, trouvant une aveline sous sa main, elle la cassa, en mangea l'amande et s'endormit tranquillement. Depuis ce temps-là, les deux surgardiennes intimes avaient eu le soin d'en bourrer leurs poches et de lui en donner une ou plusieurs aussitôt qu'elle faisait la grimace. Ô instinct de la nature, éternelle et impénétrable sympathie de tous les êtres créés, s'écria Christian Elias Drosselmayer. Tu m'indiques la porte qui mène à la découverte de tes mystères. J'y frapperai et elle s'ouvrira. À ces mots qui surprirent fort le roi, le mécanicien se retourna et demanda à sa majesté la faveur d'être conduit à l'astronome de la cour. Le roi y consentit, mais à la condition que ce serait sous bonne escorte. Maître Drosselmayer eût sans doute mieux aimé faire cette course seul. Cependant, comme dans cette circonstance, il n'avait pas le moins du monde son libre arbitre, il lui fallut souffrir ce qu'il ne pouvait empêcher, et traverser les rues de la capitale, escorté comme un malfaiteur. Arrivé chez l'astrologue, maître Drosselmayer se jeta dans ses bras, et tous deux s'embrassèrent avec des torrents de larmes, car ils étaient connaissances de vieille date et s'aimaient fort. Puis ils se retirèrent dans un cabinet écarté, et feuilletèrent ensemble une quantité innombrable de livres qui traitaient de l'instinct, des sympathies, des antipathies, et d'une foule d'autres choses non moins mystérieuses. Enfin, la nuit étant venue, l'astrologue monta sur sa tour, et, aidé de maître Drosselmayer, qui était lui-même fort habile en pareille matière, découvrit, malgré l'embarras des lignes qui s'entrecroisaient sans cesse, que, pour rompre le charme qui rendait Pirlipate hideuse, et pour qu'elle redevînt aussi belle qu'elle l'avait été, elle n'avait qu'une chose à faire, c'était de manger l'amande de la noisette Krakatuk, laquelle avait une enveloppe tellement dure que la roue d'un canon de 48 pouvait passer sur elle sans la rompre. En outre, il fallait que cette coquille fût brisée en présence de la princesse par les dents d'un jeune homme qui n'eût jamais été rasé et qui n'eût encore porté que des bottes. Enfin, l'amande devait être présentée par lui à la princesse, les yeux fermés, et les yeux fermés toujours, il devait alors faire 7 pas à reculons et sans trébucher. Telle était la réponse des astres. Drosselmayer et l'astronome avaient travaillé sans relâche, durant 3 jours et 3 nuits, à éclaircir toute cette mystérieuse affaire. On en était précisément au samedi soir, et le roi achevait son dîner et entamait même le dessert, lorsque le mécanicien, qui devait être décapité le lendemain au point du jour, entra dans la salle à manger royale plein de joie et d'allégresse, annonçant qu'il avait enfin trouvé le moyen de rendre à la princesse Pirlipate sa beauté perdue. À cette nouvelle, le roi le serra dans ses bras avec la bienveillance la plus touchante et demanda quel était ce moyen. Le mécanicien fit part au roi du résultat de sa consultation avec l'astrologue. « Je le savais bien, maître Drosselmayer, s'écria le roi, que tout ce que vous faisiez, ce n'était que par entêtement. Ainsi, c'est convenu, aussitôt après le dîner, on se mettra à l'œuvre. Ayez donc soin, très cher mécanicien, que dans 10 minutes, le jeune homme non rasé soit là, chaussé de ses bottes et la noisette Krakatuk à la main. Surtout, veillez à ce que, d'ici là, il ne boive pas de vin, de peur qu'il ne trébuche en faisant, comme une écrevisse, ses 7 pas en arrière. Mais une fois l'opération achevée, dites-lui que je mets ma cave à sa disposition et qu'il pourra se griser tout à son aise. » Mais au grand étonnement du roi,
Maître Drosselmayer parut consterné en entendant ce discours, et comme il gardait le silence, le roi insista pour savoir pourquoi il se taisait et restait immobile à sa place, au lieu de se mettre en course pour exécuter ses ordres souverains. Mais le mécanicien, se jetant à genoux, « Sire, dit-il, il est bien vrai que nous ayons trouvé le moyen de guérir la princesse, et que ce moyen consiste à lui faire manger l'amande de la noisette Krakatuk lorsqu'elle aura été cassée par un jeune homme à qui on n'aura jamais fait la barbe, et qui, depuis sa naissance, aura toujours porté des bottes. Mais nous ne possédons ni le jeune homme ni la noisette. Mais nous ne savons pas où les trouver, et, selon toute probabilité, nous ne trouverons que bien difficilement la noisette et le casse-noisette. » À ces mots, le roi, furieux, brandit son sceptre au-dessus de la tête du mécanicien en s'écriant « Eh bien, va donc pour la mort !» Mais la reine, de son côté, vint s'agenouiller près de Drosselmayer et fit observer à son auguste époux qu'en tranchant la tête au mécanicien, on perdait jusqu'à cette lueur d'espoir que l'on conservait en le laissant vivre, que toutes les probabilités étaient que celui qui avait trouvé l'horoscope trouverait la noisette et le casse-noisette, qu'on devait d'autant plus croire à cette nouvelle prédiction de l'astrologue qu'aucune de ces prédictions ne s'était réalisée jusque-là, et qu'il fallait bien que ces prédictions se réalisassent un jour, puisque le roi, qui ne pouvait se tromper, l'avait nommé son grand augure, qu'enfin la princesse Pirlipate, ayant 3 mois à peine, n'était point en âge d'être mariée, et ne le serait probablement qu'à l'âge de 15 ans, que par conséquent, maître Drosselmayer et son ami l'astrologue avaient 14 ans et 9 mois devant eux pour chercher la noisette Krakatuk et le jeune homme qui devait la casser, que, par conséquent encore, on pouvait accorder à Christian Elias Drosselmayer un délai au bout duquel il reviendrait se remettre entre les mains du roi, qu'il fût ou non possesseur du double remède qui devait guérir la princesse. Dans le premier cas, pour être décapité sans miséricorde, dans le second, pour être récompensé généreusement. Le roi, qui était un homme très juste, et qui, ce jour-là surtout, avait parfaitement dîné de ses 2 mets favoris, c'est-à-dire d'un plat de boudin et d'une purée de foie, prêta une oreille bienveillante à la prière de sa sensible et magnanime épouse. Il décida donc qu'à l'instant même le mécanicien et l'astrologue se mettraient à la recherche de la noisette et du casse-noisette. Recherche pour laquelle il leur accordait 14 ans et 9 mois, mais cela à la condition qu'à l'expiration de ce sursis, tous 2 reviendraient se remettre en son pouvoir pour, s'ils revenaient les mains vides, qu'il fût fait d'eux selon son bon plaisir royal. Si, au contraire, il rapportait la noisette Krakatuk qui devait rendre à la princesse Pirlipate sa beauté primitive, il recevrait, l'astrologue une pension viagère de 1000 thalers et une lunette d'honneur, et le mécanicien une épée de diamant, l'ordre de l'araignée d'or, qui était le grand ordre de l'État, et une redingote neuve. Quant au jeune homme qui devait casser la noisette, le roi en était moins inquiet et prétendait qu'on parviendrait toujours à se le procurer au moyen d'insertions réitérées dans les gazettes indigènes et étrangères. Touché de cette magnanimité, qui diminuait de moitié la difficulté de sa tâche, Christian Elias Drosselmayer engagea sa parole qu'il trouverait la noisette Krakatuk ou qu'il reviendrait comme un autre Régulus se remettre entre les mains du roi. Le soir même, le mécanicien et l'astrologue quittèrent la capitale du royaume pour commencer leurs recherches.